Je me suis rappelé une histoire en contemplant la nuit. Je vivais dans un village reculé de Yakoutie, où se trouvait une vieille école, vieille de 100 ans, en bois, avec les commodités à l'extérieur. Le bois avait noirci à cause de l'humidité et de la vieillesse. Le toit était couvert de moisissures. Le sol semblait plat et les murs droits. L'école paraissait pouvoir tenir encore 100 ans, absorbant l'obscurité environnante. Beaucoup de rumeurs circulaient sur cette école, comme quoi des gens y auraient été tués à l'époque de la révolution de 1917, et que des gens y auraient vécu et seraient morts de faim pendant la Seconde Guerre mondiale. Quoi qu'il en soit, l'atmosphère dans le bâtiment était toujours sombre. Il y avait peu de lumière, les fenêtres étaient grandes et poussiéreuses, et les couloirs étroits. Et même les adultes disaient souvent qu'il y avait des esprits maléfiques. La nuit, on entendait des pas ou des bruits comme si quelqu'un courait. En général, quand j'étais élève, il y avait beaucoup d'histoires du type du pionnier pendu, des chapeaux volants, d'un homme aux chaînes et d'un homme sans tête. Mais cette histoire m'est arrivée à moi, et je peux affirmer à 100% que je n'étais sous l'influence d'aucune substance ni d'alcool. Et voici l'histoire. J'avais probablement 13 ans à l'époque. J'étais un peu un enfant ermite. Donc même à cet âge, j'avais toujours des pensées enfantines et pures. Mon oncle travaillait à l'école. C'était un homme efféminé qui ressemblait au cliché du gay, mais qui avait une femme et des enfants. Mais son apparence ne joue aucun rôle dans le récit. Je me souviens juste de tous les détails. Mon oncle était gardien de nuit, et son fils cadet, qui ne valait pas mieux qu'un singe dressé un peu stupide, venait souvent avec lui pour la nuit. Il devait avoir environ 11 ans. Lors d'une des nuits de travail de mon oncle, je suis allé avec eux dans cette école. Juste avant la relève, ils sont venus chez nous pour se ravitailler, probablement au début des années 2000. Et dans les villages reculés de Yakoutie, il n'y avait pas grand-chose à manger. Il faut savoir que l'école était grande, à 2 étages. Il devait être environ 20 heures. En Yakoutie, les hivers sont noirs, sombres et effrayants. Mon oncle est parti quelque part, probablement pour discuter avec les dames qui lavaient les sols. Nous sommes restés dans une pièce à l'extrémité la plus éloignée de l'école, et nous avons joué. Je ne me souviens plus à quoi par contre. On s'amusait comme on pouvait. Mais à un moment, on s'est mis sur nos gardes. Tout était très silencieux, d'une manière qui nous paraissait sortir de l'ordinaire, comme s'il n'y avait personne dans le bâtiment. On pouvait seulement entendre le léger bourdonnement d'une lampe à néon. Et dans ce silence, quelque part au loin, on pouvait entendre un bruit qui ressemblait à celui d'un seau vide roulant sur le sol carrelé. Bon, à 21h, il pouvait y avoir encore des femmes de ménage, alors nous n'avons pas eu trop peur et nous avons continué à jouer. Mais dans les premières minutes, on entendait ce bruit étrange, et on a quand même serré les fesses. Plus tard, nous avons eu envie d'aller au petit coin. Même si nous devions normalement sortir pour faire pipi, il y avait quand même des toilettes fonctionnelles dans le bâtiment, qui fonctionnaient par intermittence et se fermaient à clé. De là, ça sentait toujours la merde et d'autres choses désagréables, donc nous l'utilisions très rarement. J'ai pris la clé, trouvé un vieux masque à gaz dans le bazar qui traînait, l'ai enfilé et ai ouvert la porte de la pièce. Il faisait très sombre dans le couloir. J'ai commencé à sortir, et soudain, dans le coin le plus éloigné, j'ai vu une personne. Il était debout, dos à moi. Lorsque la porte est ouverte, la lumière vive a découpé l'obscurité et éclairé faiblement le mur opposé. J'ai mieux regardé la personne. Elle portait un kala noir, tenait ses mains derrière son dos et avait la tête penchée en avant. Au début, je n'ai pas eu peur, on aurait dit une personne ordinaire. Mais c'était étrange qu'il se tienne dans l'obscurité totale, et en plus dans un coin. Ensuite, il s'est retourné. Je me souviens clairement que c'était un jeune homme yakoute. Son visage était ordinaire. Il n'exprimait ni malveillance, ni rien du tout. Il m'a regardé sans émotion. Il ne bougeait pas, restait simplement là, et regardait. Mais à ce moment-là, je ne sais pas trop pourquoi, je me suis mis à flipper à mort. Je me suis retourné, pour retourner dans la pièce en courant. Mon cousin et moi, nous sommes cachés derrière la table et sommes restés allongés là, sans bouger,
jusqu'à ce que mon oncle arrive. Nous lui avons raconté. Il a répondu qu'on avait peut-être tout imaginé, ou qu'un ouvrier avait peut-être traversé la fenêtre, ivre. Nous sommes allés vérifier le bureau, qui était fermé. Nous sommes entrés à l'intérieur, et les fenêtres étaient aussi fermées. Personne ne pouvait sortir par la fenêtre et la fermer de l'intérieur. En soi, mon oncle s'en foutait, mais moi, je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'étais terrifié. Et puis mon cousin s'était trouvé juste derrière moi et n'avait donc pas vu cet homme, car il était encore dans la pièce. C'était moi qui était sorti le premier et l'avait vu. À ce moment-là, il n'y avait personne dans le col à part moi, mon oncle et les 2 femmes de ménage. Qui était ce Yakout qui se tenait là? Je l'ignore encore. Dans les temps anciens, avant l'avènement de l'Union soviétique, les Yakouts vivaient dans les halas, perdus au cœur de la taïga impénétrable. En général, ils s'installent en famille avec de proches parents. Ils érigeaient 2 balagans au milieu des champs pour l'hiver et une yourte un peu plus éloignée pour l'été. Ces mini-hameaux étaient appelés Yagaoussa. Traduit grossièrement, cela signifiait parenté paternelle ou quelque chose du genre. C'était dans les années 20 du siècle dernier, quelque part dans une contrée perdue au milieu des forêts impénétrables, que vivaient 2 familles yakoutes, parentes éloignées. C'était l'été, presque le mois d'août. Les adultes partaient chaque jour faucher le foin, laissant 2 garçons à la maison pour surveiller les veaux et les accueillir avec du thé le soir venu. La majeure partie du temps, les garçons jouaient toute la journée dans un balagan abandonné, jetant de temps à autre un œil sur les veaux. Avant de partir, les adultes leur interdisaient souvent de franchir la clôture en direction des anciennes tombes. À propos, dans les halas yakoutes, on pouvait presque partout tomber sur des tombes anciennes et décomposées, ressemblant à de petites maisonnettes pavées qui se dressent depuis probablement plusieurs siècles sur ces collines. Un beau matin, les parents sont à nouveau partis pour faucher le foin, laissant les garçons jouer dans le balagan abandonné. À cette époque, il n'y avait pas de jouets, alors les enfants jouaient avec diverses plantes, morceaux de bois, pierres et autres cadeaux de la nature. En arrivant sur le terrain de jeu habituel, les garçons ont découvert que les capsules de graines d'iris, qui servaient de vaches à leur jeu, avaient flétri. Ils ont alors décidé d'aller cueillir de nouvelles capsules fraîches. Mais il s'est avéré que tout avait déjà été cueilli, près du balagan. En revanche, un peu plus loin, derrière la clôture, des iris poussaient vigoureusement. Ignorant l'interdiction de leurs parents, les garçons l'ont franchi pour aller cueillir des graines d'iris et explorer les environs. Après avoir récolté suffisamment de ce dont ils avaient besoin, ils ont voulu rentrer. Mais l'un d'entre eux a alors découvert des érelles près d'un buisson. Les enfants ont complètement oublié leur jeu et se sont mis à ramasser les baies encore vertes et à les manger goulûment. Goûter aux fruits leur a donné envie d'en avoir encore plus, et ils ont décidé de s'aventurer encore un peu plus loin, en direction des tombes. Le soleil commençait déjà à décliner. Ils marchaient lentement, discutant de tout et de rien, quand soudain, au milieu d'une phrase, l'un des garçons s'est brusquement tu. L'autre, ne remarquant rien, a continué d'avancer jusqu'à ce qu'il entende un cri perçant. Il s'est retourné et a vu son compère figé, la tête levée, hurlant de terreur. Suivant son regard, il a aperçu la silhouette noire d'un homme gigantesque, aussi grand qu'un arbre imposant, avec des yeux de la taille d'un saumon royal. Aucune idée de la taille que ça fait. L'homme a fait un pas en avant et les garçons ont détalé en direction de chez eux. Celui qu'il avait vu en premier était plus robuste et plus fort que l'autre, et courait donc aussi plus vite. Le deuxième, lui, criait de l'attendre et de ne pas l'abandonner. Il entendait que derrière lui, à quelques mètres seulement, l'Abbassi les poursuivait. Le premier garçon a trébuché et est tombé, tandis que celui qui était plus petit a couru de toutes ses forces vers la maison, entendant son ami l'appeler, puis mugir comme s'il était en train d'être poignardé. Arrivé chez lui, le garçon s'est évanoui et ne s'est réveillé qu'au retour de ses parents. Ils n'avaient rien remarqué et l'ont réprimandé pour ne pas avoir fait bouillir l'eau. Le lendemain matin, le garçon est à nouveau sorti pour jouer à son endroit habituel, mais son compagnon n'était pas là. Il s'est rendu chez lui et ses parents lui ont dit que son ami était tombé gravement malade la veille. Le garçon est mort avant que midi ne sonne.
Depuis le 5 octobre 2021, les articles de presse se multiplient au sujet de l'effroyable système en place dans l'administration pénitentiaire russe. Plusieurs agences ont en effet pu prendre connaissance de vidéos tournées à l'intérieur des prisons russes, tirées d'une archive de pas moins de 40 gigas de documents accablants. Ces vidéos contiennent des images particulièrement choquantes. Les prisons sont en effet régulièrement le théâtre d'actes d'humiliation, de torture et de viol sur les prisonniers. Les données révélées prouvent qu'il ne s'agit pas de cas isolés, mais d'une pratique qui remonte jusqu'en dans les plus hautes stratifications du FSIN, l'autorité fédérale russe responsable du système des prisons, et du FSB. Les photos et les vidéos sont sauvegardées dans les archives secrètes des services de renseignement. Elles sont accompagnées de documents, dont certains ont également fuité, qui montrent que les sévices font partie des procédures totalement normalisées. Dans certains endroits, des centres spéciaux au sein des établissements pénitentiaires sont même réservés à ces activités parfaitement connues par le personnel. Les instructions proviennent de la chaîne de commandement qui ne recule devant rien pour obtenir des aveux forcés, des informations sur un individu recherché ou extorquer de l'argent. La possibilité de commander de tels services serait également un service proposé officieusement par l'administration pénitentiaire à des personnes extérieures pour des sommes pouvant aller de 35 000 à 60 000 euros. Les viols et humiliations sont de plus filmés afin de pouvoir faire chanter les détenus en les désignant comme des cibles sexuelles après leur torture. Si les vidéos sont de trop mauvaise qualité, les victimes doivent d'ailleurs subir de nouveau le même traitement uniquement pour améliorer les enregistrements. Les sévices sont rarement effectués directement par les agents pénitentiaires. Ils payent plutôt d'autres détenus qu'ils appellent activistes pour faire le sale boulot. Le matériel nécessaire pour la torture et les enregistrements leur sont en général transmis par d'autres anciens prisonniers qui ont accepté, de gré ou de force, de travailler pour leur bourreau. Ceux-ci peuvent aussi être amenés à couper volontairement les caméras de surveillance officielles des centres pendant les séances de torture. La plupart des vidéos tirées de l'archive, qui y a fuité, ont été réalisées au moyen de caméras telles que celles de l'image que vous voyez à l'écran, qui sont officiellement spécifiquement utilisées par les gardiens. L'horodatage et les numéros de série que l'on peut voir sur certaines vidéos sont d'ailleurs reconnaissables. Les tortures sont assez variées, certaines prennent la forme d'humiliation lors desquelles les détenus sont réduits à moins que des animaux. Dans d'autres cas, ils sont brutalisés. L'image que vous voyez est notamment tirée d'une vidéo où les 4 détenus sont forcés à se tenir debout, nus dans une pièce, en tenant le sexe de leurs voisins dans leurs mains, tandis que l'activiste se moque d'eux et les filme de près. Celle-ci montre un détenu, là encore nu, brutalisé cette fois directement par les agents. De tels incidents peuvent laisser des marques profondes, voire des blessures graves aux victimes. Nombreux sont les cas où les détenus présentent des gigantesques hématomes après avoir été maltraités, comme l'image que vous voyez à l'écran. Début octobre 2021, dans Le Monde, on décrit en particulier une vidéo filmée dans la prison de Saratov, une ville de l'ouest de la Russie située à 726 km au sud-est de Moscou. Un détenu est attaché sur un lit, ses jambes sont maintenues en l'air par un homme, tandis qu'un deuxième le viole au moyen d'une perche en lui infligeant probablement des blessures internes, à en juger par les hurlements de la victime. Un troisième filme la scène, non pas avec un appareil personnel, mais avec les systèmes appartenant à l'administration pénitentiaire russe. Le détenu ne cesse de répéter « Pourquoi vous faites ça ?», sans jamais recevoir de réponse. Après environ 2 minutes de torture, le violeur lui ordonne de se souvenir et d'avouer, et le menace de le laisser 3 jours avec la perche s'il ne coopère pas. À la fin de la vidéo, le tortionnaire semble volontairement donner un grand coup de perche en tournant, avant de le retirer et de sortir du champ. Il faut savoir qu'une partie des activistes ne se contentent pas d'utiliser des perches pour effectuer leur viol, et c'est d'autant plus sordide lorsqu'on sait que le sida est une maladie très répandue dans ce milieu. Elle est utilisée comme élément de torture psychologique supplémentaire pour briser complètement l'esprit des détenus. Sur l'image suivante, le détenu est là, encore attaché et maintenu, tandis que l'homme à droite s'apprête à le violer. On entend le moment où l'esprit du détenu se brise, il part dans une crise qui mêle rire et sanglots, sans davantage protester. Certaines vidéos sont parfois tournées spécialement afin de décharger l'administration pénitentiaire de toute responsabilité. Les détenus sont forcés de dire qu'ils n'ont rien à reprocher à leurs gardiens, parfois immédiatement après leur séance de torture, comme dans la vidéo dans la description. Le premier ne parvient même pas à s'exprimer et s'effondre, tandis que le deuxième, le regard hagard, parvient difficilement à répondre à ses tortionnaires. Ces séances de torture peuvent parfois déraper et avoir des conséquences funestes. En 2018, un détenu a été tabassé à mort à coups de matraque car il ne voulait pas avouer qu'il avait commis les crimes dont on l'accusait. Il a ensuite été laissé à son sort par les médecins du centre pénitentiaire, qui considéraient qu'il ne faisait que simuler. Une vidéo a fuité, réalisée à la morgue, et montre clairement les traces de torture. L'homme qui a révélé ces vidéos a lui-même été arrêté dans les débuts des années 2010 et a développé des problèmes de santé, notamment au niveau de ses yeux après le traitement qu'il a subi pendant sa détention,
qui a toutefois été écourtée. Il a fondé une ONG qui recense ce type d'histoire et publie régulièrement des preuves et de nouveaux éléments qui sont parfois très difficiles à regarder. Il fait également intervenir des victimes de ces sévices dans des vidéos de sa chaîne, chez qui on peut parfois très clairement ressentir la cassure psychologique. Dans une vidéo publiée le 9 octobre, un dénommé Sergueï, dont on ne voit pas le visage pour sa sécurité, raconte ce qu'il a subi en prison et désigne des coupables. Sa voix est traînante, hésitante, comme s'il n'était plus clairement capable d'aligner rapidement ses pensées. Vers la fin de l'interview, à la question du pourquoi il s'est tourné vers cette ONG plutôt qu'ailleurs, il part dans une crise de fou rire incontrôlable et se met à hurler que personne n'en a rien à faire du sort des détenus et ne fera jamais rien, avant de réussir à se recentrer sur la conversation. L'État russe semble paniquer devant l'ampleur de la fuite de données et essaye d'attribuer ces incidents à une mauvaise gestion très localisée. Leur but est de mettre hors d'état de cause les institutions fédérales, en particulier le FSB. Cependant, ces pratiques ont été constatées dans plusieurs régions de Russie, et les documents prouvent que les informations enregistrées à leur sujet par les branches locales du FSIN et du FSB étaient transmises au niveau national. Les coupables cherchent à protéger leur position, mais beaucoup craignent de se retrouver à leur tour de l'autre côté des barreaux, à la merci des activistes. Comme toute personne emprisonnée en Russie, que ce soit pour des crimes réels, des raisons politiques, parce que vous êtes un étranger qui pose trop de questions, ou parce que quelqu'un aura payé l'administration pour votre arrestation. On raconte que dans les villages, les halas et dans les forêts, on peut souvent entendre différents sons et voix, venus de nulle part, dont la source ne peut être déterminée. Ce n'est pas spécialement considéré comme une histoire qui fait peur, car on ne sait jamais ce qu'on va entendre. Mais il y a aussi des cas effrayants. Un certain anonyme vivait dans un village yakoute, et un été, ayant abusé de la baignade, avait attrapé une pneumonie. Il a longtemps été malade, et s'est finalement résolu à aller se faire soigner. Naturellement, il a eu un congé maladie, donc il ne travaillait pas, et restait à la maison pendant la journée, alors qu'il n'y avait personne. À noter que leur maison était située à la périphérie du village, non loin de la lisière de la forêt. Et par une journée claire et ensoleillée, se sentant en forme, l'homme a décidé d'aller se promener dans la rue. Alors qu'il respirait l'air frais, il a entendu d'étranges sons aigus. Au début, il n'arrivait pas à comprendre d'où ils venaient, mais comme il n'y avait rien qui pouvait être aussi bruyant à proximité, il a décidé que les sons venaient de la direction de la forêt. Il est allé à la lisière, et en effet, les sons sont devenus plus forts et plus distincts. Notre curieux est allé voir ce qui se passait. Il s'est dit que, peut-être, il y avait des travaux de construction dans la forêt. Le bruit était très proche, mais néanmoins, il ne voyait rien, et l'homme s'est frayé un chemin plus profondément parmi les arbres. Il a finalement compris à quoi cela ressemblait. Le son était exactement comme si on lançait des planches de bois, les unes contre les autres. Le genre de choses qu'on entend assez souvent lors de la construction d'une maison en bois. Mais c'était bien trop rythmé, et ça semblait constamment s'éloigner, peu importe combien la personne avançait. Il avait déjà pénétré assez profondément dans la forêt, et le bruit était encore à une certaine distance devant lui. L'homme a commencé à flipper, réalisant qu'il y avait quelque chose qui clochait. D'autant plus que la source des sons s'est progressivement déplacée quelque part vers le bas, comme si elle provenait d'une clairière, ou même de sous la terre. Mais il n'y avait aucune clairière dans cette zone. Malgré cela, il a continué à avancer, espérant que ce n'était que son ouïe qui lui jouait des tours. Et il a marché jusqu'à ce qu'il tombe sur un vieux cimetière, abandonné depuis l'époque pré-soviétique. L'origine du son de planche était claire, il provenait du sol sous les anciennes tombes. Le sang de l'homme n'a fait qu'un tour, et il s'est précipité pour s'enfuir. Ce soir-là, il a tout raconté à sa famille, et est tombé dans une profonde angoisse, car en Yakoutie, il est bien connu que le bruit des planches de bois, dans un rêve, ou dans une hallucination, n'est pas bon pour ceux qui les ont entendus. Il est associé à la fabrication d'un cercueil, c'est-à-dire que la victime mourra bientôt. Et c'est ce qui s'est passé. Le lendemain matin, la pneumonie s'est encore aggravée, et après quelques jours, l'homme a quitté ce monde. Une fois, mon père m'a raconté une histoire qui lui est arrivée personnellement. L'histoire est liée à l'esprit de la chasse, Bayané. Mon père et ses amis ont décidé d'aller chasser dans la forêt profonde. Alors qu'ils conduisaient l'UAZ jusqu'au point de déploiement, deux jeunes ont commencé à boire de la vodka.
Alors qu'il passait près d'un lac, l'un d'eux a commencé à le critiquer de toutes les manières possibles. Comme quoi, c'était à peine une flaque d'eau, qu'il était évident qu'il ne pouvait pas y avoir de poisson là-dedans. On lui a rapidement fait fermer son clapet. Ils se sont vite enfoncés assez profondément dans la forêt, et en sortant de la voiture, le second des soulards s'est mis à critiquer l'endroit où ils allaient chasser. Lui aussi, on l'a vite fait taire. Gonflés d'un ressentiment ridicule, mêlé d'ivresse, les deux amis ont décidé de chasser séparément des autres. Le premier est allé dans la forêt soi-disant pour attraper le plus gros gibier, tandis que le second, se souvenant du lac, est allé pêcher. Mon père et les autres n'ont trouvé aucun gibier. Tout le monde était très énervé. Un certain temps s'est écoulé. Bientôt, un coup de feu s'est fait entendre dans la forêt. Les chasseurs se réjouissaient, pensant qu'au moins la chance souriait aux jeunes chasseurs. Au bout d'un moment, un autre coup de feu est venu de la direction du lac. Ils ont commencé à plaisanter, comme quoi c'était un pêcheur du dimanche. Les chasseurs sont restés un moment à attendre les jeunes, mais ils ne revenaient pas. Le soir venu, ils ont fini par se dire que les jeunes s'étaient perdus. Ils étaient après tout partis avec un bon coup dans le nez. Peu de temps après, on a parlé de deux hommes qui s'étaient suicidés aux informations locales. Le plus intéressant, c'est que l'autopsie a permis de déterminer qu'ils avaient d'abord perdu la raison. Durant la fin des années 40, des chercheurs russes ont gardé 5 personnes éveillées pendant 15 jours, en utilisant un gaz expérimental basé sur du stimulant. Ils étaient enfermés dans un environnement scellé, afin de pouvoir contrôler leur consommation d'oxygène, de manière à ce que le gaz ne les tue pas, étant donné qu'il était toxique à partir d'une concentration élevée. Cela a eu lieu avant l'invention des caméras en circuit fermé. Ils n'avaient donc que des microphones et des fenêtres de verre épais d'une douzaine de centimètres, en forme de hublot, qui permettaient de les surveiller. La chambre était équipée de lits d'appoint sans literie, de l'eau courante et des toilettes, et contenait des livres et suffisamment de nourriture sèche pour qu'ils puissent tenir à 5 pendant plus d'un mois. Les sujets de test étaient des prisonniers politiques jugés ennemis de l'État durant la Seconde Guerre mondiale. Tout s'est bien passé pendant les 5 premiers jours. Les sujets ne se plaignaient que rarement, car on leur avait promis qu'ils seraient libres s'ils acceptaient de subir le test et de ne pas dormir pendant 30 jours, bien que la libération fût hors de question. Leurs conversations et leurs activités étaient surveillées, et on a pu noter qu'ils ne parlaient que d'incidents de plus en plus traumatisants dans leur passé, le ton de la conversation devenant beaucoup plus sombre après le 4e jour. Au bout de 5 jours, ils ont commencé à se plaindre à propos des circonstances et des événements qui les avaient menés là où ils se trouvaient, et à montrer des signes de paranoïa sévère. Ils ont arrêté de se parler, et à la place, se sont mis à parler au microphone et au miroir sans teint des hublots. Curieusement, ils semblaient penser pouvoir gagner la confiance des expérimentateurs en se retournant contre leurs camarades, les autres sujets de test en captivité avec eux. Les chercheurs ont tout d'abord supposé qu'il s'agissait d'un effet du gaz. Après 9 jours, le premier d'entre eux a commencé à crier. Il courait sur la longueur de la chambre en hurlant à plein poumon pendant 3 heures sans discontinuer, et a ensuite essayé de ne pas s'arrêter. Mais il n'arrivait qu'à produire de temps à autre de petits couinements. Les chercheurs ont pensé qu'il s'était déchiré les cordes vocales. Le plus surprenant dans ce comportement, c'est la manière dont les autres sujets ont réagi. Ou plutôt, n'ont pas réagi. Ils ont continué à murmurer à l'attention des microphones, jusqu'à la seconde où les cris ont commencé. 2 des captifs qui ne criaient pas ont alors déposé les livres, ont enduit toutes les pages avec leurs propres excréments et les ont collés sur le verre des hublots. Les cris se sont rapidement arrêtés. Les murmures adressés au micro également. 3 jours se sont écoulés. Les chercheurs vérifiaient les micros chaque heure pour être sûrs qu'ils fonctionnaient, car ils pensaient qu'il était impossible que 5 personnes enfermées dans une pièce ne produisent aucun son. La consommation d'oxygène dans la chambre indiquait qu'ils devaient être tous les 5 en vie. En fait, elle correspondait à la quantité d'oxygène que 5 personnes consommeraient pendant un exercice physique extrêmement ardu. Le matin du 14e jour, les chercheurs ont fait quelque chose qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas, pour obtenir une réaction des captifs. Ils ont utilisé l'interphone de la chambre,
espérant provoquer une quelconque réponse des détenus. Ils avaient peur qu'ils soient morts, ou dans un état végétatif. Ils ont annoncé « Nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte et allongez-vous sur le ventre par terre. Vous serez abattus. » À leur grande surprise, ils ont entendu une seule phrase, prononcée d'une voix calme. « Nous ne voulons plus être libérés. » Des débats ont éclaté entre les chercheurs et les forces militaires qui finançaient le projet. Comme il était impossible d'obtenir d'autres réponses en utilisant l'interphone, il a finalement été décidé que la porte de la chambre serait ouverte à minuit, le 15e jour. La chambre a été vidée du gaz stimulant et remplie avec de l'air frais, et des voix provenant des micros ont immédiatement commencé à protester. 3 voix différentes ont commencé à supplier, comme s'il en allait de la vie de l'amour de leur vie, de remettre le gaz. La chambre a été ouverte et des soldats ont été envoyés à l'intérieur pour retrouver les sujets de test. Ils ont commencé à hurler plus fort que jamais, et les soldats ont rapidement fait de même lorsqu'ils ont vu ce qui était à l'intérieur. 4 des 5 sujets étaient toujours vivants, bien que l'état dans lequel ils étaient ne fût pas qualifiable de vivant. Les rations de nourriture des 5 jours précédents n'avaient pas été touchées. Il y avait des morceaux de chair, des cuisses et du torse du sujet mort enfoncés dans le drain au centre de la chambre, le bouchant et permettant à une dizaine de centimètres d'eau de s'accumuler sur le sol. La portion de cette eau qui était composée de sang n'a pas été déterminée. Les 4 sujets survivants avaient également de grandes portions de muscles et de peau arrachées de leur corps. La destruction de la chair et les os à l'air libre sur leurs doigts indiquaient que les blessures avaient été infligées à la main et non avec les dents, comme les chercheurs l'avaient pensé au début. Des observations plus précises de la position et de l'angle des blessures ont montré que la plupart des blessures, si ce n'était toutes, avaient été infligées par eux-mêmes. Les organes abdominaux sur la cage thoracique des 4 sujets avaient été retirés, alors que le cœur, les poumons et le diaphragme étaient restés en place. La peau et la plupart des muscles attachés aux côtes avaient été arrachés, permettant de distinguer les poumons à travers les côtes. Tous les vaisseaux sanguins et leurs organes étaient intacts. Ils avaient simplement été retirés et posés par terre, et répartis autour des corps éviscérés, mais toujours vivants, des sujets. L'appareil digestif des 4 sujets pouvait être observé, en fonctionnement, digérant de la nourriture. Il a été très vite clair qu'ils digéraient leur propre chair, qu'ils avaient arrachée et dévorée durant les jours précédents. La plupart des soldats étaient des Russes d'un commando spécial affecté à l'installation. Mais la plupart ont refusé de retourner dans la chambre pour en sortir les sujets tests. Ces derniers continuaient de crier pour qu'on les laisse dans la chambre et suppliaient qu'on remette le gaz pour qu'ils ne s'endorment pas. À la surprise de tout le monde, les sujets ont livré un combat violent lorsqu'on les a fait sortir. Un des soldats russes s'est fait déchirer la gorge et en est mort. Un autre en est sorti gravement blessé, après s'être fait arracher les testicules et perforer une artère d'une de ses jambes par les dents d'un sujet. 5 autres soldats ont perdu la vie si l'on compte ceux qui se sont suicidés dans les semaines suivant l'incident. Pendant le combat, la rate de l'un des sujets vivants s'est rompue et il s'est vidé de son sang presque immédiatement. Les chercheurs médicaux ont tenté de l'endormir, mais cela s'est révélé inutile. On lui a injecté plus de 10 fois la dose maximale pour un humain d'un dérivé de la morphine, et il continuait de se battre comme un animal enragé, brisant les côtes et les bras d'un des docteurs. On a pu constater que le cœur a continué à battre pendant 2 minutes entières après que l'hémorragie l'ait amené à un point où son système vasculaire était rempli avec davantage d'air que de sang. Même après qu'il se soit arrêté, il a continué de crier pendant 3 minutes, s'efforçant d'attaquer quiconque venait à portée et répétant continuellement le mot « plus », de plus en plus faiblement, jusqu'à ce qu'il soit réduit au silence. Les 3 sujets tests survivants ont été immobilisés et transportés dans une installation médicale, les 2 ayant leur corde vocale encore intacte, continuant de supplier le retour du gaz pour rester éveillés. Celui des 3 ayant le plus de blessures a été emmené dans le seul bloc opératoire dont l'installation disposait. Durant la procédure, devant le préparateur pour le remplacement de ses organes internes, il s'est révélé immunisé aux sédatifs qu'on lui a administrés, dans le but de le mettre en condition pour l'intervention chirurgicale.
Il se débattait furieusement contre ses liens lorsque le gaz anesthésiant a été apporté pour le mettre hors de combat. Il a réussi à déchirer la quasi-totalité d'un bandeau de cuir épais de 10 cm attaché à un de ses poignets. Et même avec le poids d'un soldat de 90 kg qui essayait de maintenir ce poignet immobile. Une quantité juste supérieure à la normale a été nécessaire pour l'endormir. Et à la seconde où ses paupières sont fermées, son cœur s'est arrêté. Pendant l'autopsie du sujet test qui est mort sur la table d'opération, il a été révélé que son sang contenait 3 fois la concentration normale d'oxygène. Les muscles qui étaient toujours attachés à son squelette étaient affreusement déchiquetés, et il s'était brisé 9 os dans sa lutte pour ne pas être maîtrisé. La plupart à cause de la force que ses propres muscles avaient exercée sur eux. Le second survivant avait été le premier du groupe à commencer à crier. Ses cordes vocales étaient détruites. Il était incapable de supplier ou de protester contre l'opération. Et il n'a réagi qu'en secouant violemment la tête pour montrer sa désapprobation lorsque le gaz anesthésique a été amené près de lui. Il a secoué la tête pour faire oui lorsque quelqu'un a suggéré, à contre-cœur, d'essayer l'opération sans anesthésie. Et il n'a pas réagi pendant les 6 heures qui ont nécessité le remplacement de ses organes abdominaux et la tentative de les recouvrir avec ce qui lui restait de peau. Le chirurgien présidant l'intervention n'arrêtait pas de répéter qu'il devait être médicalement impossible pour le sujet d'être encore en vie. Une infirmière, terrifiée, qui a assisté à l'opération, a affirmé qu'elle avait vu la bouche du patient former un sourire plusieurs fois, à chaque fois que ses yeux croisaient les siens. Lorsque la chirurgie a pris fin, le sujet a regardé le chirurgien et a commencé à siffler fortement, essayant de parler en se débattant. Supposant que ça devait être important, le chirurgien a demandé à ce qu'on lui apporte un crayon et un calepin, afin que le patient puisse écrire son message. Il était simple. Continuez à couper. Les 2 autres sujets tests ont subi la même intervention, tous les 2 sans anesthésie. Cependant, il était nécessaire de leur injecter un paralysant pendant la durée de l'opération. Le chirurgien n'arrivait pas à effectuer la chirurgie pendant que les patients riaient continuellement. Une fois paralysés, les sujets pouvaient seulement suivre les médecins des yeux. Le paralysant a été éliminé de leur système après une période anormalement courte et ils ont rapidement essayé de s'échapper. Au moment où ils ont pu recommencer à parler, ils ont recommencé à demander le gaz stimulant. Les chercheurs ont essayé de leur demander pourquoi ils s'étaient infligés ces blessures, pourquoi ils avaient arraché leurs propres entrailles et pourquoi ils voulaient de nouveau le gaz. La seule réponse qui a été donnée était « Je dois rester éveillé ». Les liens des 3 sujets ont été renforcés et ils ont été replacés dans la chambre en attendant de savoir ce qu'on allait faire d'eux. Les chercheurs, faisant face à la colère des bienfaiteurs militaires à cause de leur incapacité à atteindre le but qui leur avait été fixé, ont pensé à les euthanasier. L'officier commandant, un ancien agent du KGB, a au contraire vu du potentiel en eux et a voulu voir ce qui se passait si on les replongeait dans le gaz. Les chercheurs s'y sont formellement opposés, mais leurs objections ont été ignorées. Afin de les préparer à être de nouveau scellés dans la chambre, les sujets ont été connectés à un moniteur électroencéphalographique, et leurs liens ont été renforcés pour un confinement à long terme. À la surprise générale, ils ont tous les 3 arrêté de débattre au moment où quelqu'un a laissé échapper qu'on allait les remettre dans le gaz. Il était évident qu'à ce moment, ils avaient énormément de mal à rester éveillés. Un des sujets qui pouvait parler fredonnait d'une voix forte et sans s'arrêter. Le sujet muet appuyait sur ses jambes de toutes ses forces, d'abord la droite, puis la gauche, puis de nouveau la droite, afin d'avoir quelque chose sur quoi se concentrer. Le dernier sujet gardait sa tête au-dessus de son oreiller, et clignait des yeux rapidement. Ayant été le premier à avoir été relié à l'appareil, la plupart des chercheurs observaient ces ondes cérébrales avec surprise. Elles étaient normales la plupart du temps, mais affichaient parfois inexplicablement une simple ligne. C'était comme s'ils subissaient plusieurs morts cérébrales, avant que tout ne redevienne normal. Comme ils se concentraient tous sur le papier qu'ils sortaient du moniteur, seule une infirmière a vu ses paupières se fermer au moment où sa tête est retombée sur son oreiller. Ces ondes cérébrales se sont immédiatement muées en celles de sommeil profond, puis la ligne droite est apparue pour la dernière fois, alors que son cœur s'arrêtait. Le seul sujet restant en état de parler s'est mis à crier pour être scellé immédiatement.
Ses ondes cérébrales montraient la même ligne droite que celui qui était mort après s'être endormi. Le commandant a donné l'ordre de sceller la chambre, avec les 2 sujets à l'intérieur, ainsi que 3 chercheurs. Un des 3 qui a été nommé a immédiatement sorti son revolver et a tiré une balle entre les yeux du commandant. Puis, a retourné son arme contre le sujet muet, lui faisant également sauter la cervelle. Il a ensuite pointé son arme vers le sujet restant, toujours attaché au lit, tandis que les membres restants de l'équipe médicale et de recherche fuyaient la pièce. L'homme a crié qu'il ne se laisserait pas enfermer là-dedans avec ces choses. Il a demandé qui ils étaient, et le sujet a souri. Il a répondu « Est-ce que vous avez oublié si facilement ? Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous, suppliant d'être libéré à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans votre lit. Nous sommes ce que vous rédigez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous ne pouvons fouler. » Le chercheur a marqué un arrêt, puis il a visé le cœur du sujet et a fait feu. L'appareil a alors affiché une ligne droite, indiquant que le sujet s'étranglait, laissant faiblement échapper quelques mots, si près d'être libre. Les morts se relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Légendes urbaines, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique.